Ah, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous, moi je m'appelle Emma Berthe et je suis interne en 4e semestre au département d'anesthésie d'Antoine Leclerc. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui mon stage junior qui s'intéresse à la prise en charge hémodynamique de la patiente prééclamptique. Alors pourquoi SCOPO? Eh bien parce que c'est une pathologie qui est quand même relativement fréquente, à laquelle on a affaire quotidiennement en anesthésie obstétricale. Elle représente en fait 2% des grossesses. Ça reste la 3e cause de décès maternel dans le monde, et bien que ce soit à la baisse en France, ça représente toujours 30 à 60% des admissions en soins critiques des parturientes. Et au sein de cette prééclampsie, la question de la volémie est majeure, d'autant qu'elle est compliquée par le fait que ce soit des patients qui sont hypertendus, qui ont des dysfonctions d'organes, notamment des insuffisances rénales aiguës, qui sont à risque d'OAP, à qui on va faire de l'anesthésie périmédulaire et donc de la sympatholyse, et donc chez qui la volémie sera importante à ce moment-là, et qui, en plus de ça, doivent répondre à des besoins fétaux particuliers. Par ailleurs, on sait que la mauvaise gestion hémodynamique de ces patientes conduit à de la mortalité maternelle. Et donc, pour tenter de répondre à la question de la prise en charge hémodynamique de la prééclamptique, on va d'abord faire un rappel rapide de la physiopathologie de la prééclampsie, puis on parlera de l'hémodynamique de la prééclamptique à proprement parler, et enfin on finira par des outils pratiques de monitorage et de prise en charge. La physiopathologie de la prééclampsie, donc la façon la plus classique de la voir consiste à le voir comme une anomalie de la placentation. La placentation normale, très rapidement, c'est une invasion par les cellules trophoblastiques, donc les cellules embryonnaires, de l'endomètre de la mère, qui va ensuite provoquer un remodelage des artères spiralées qu'on voit ici, qui vont former des espèces de gros lacs artério-veineux, ce qui permet de diminuer les résistances et donc d'augmenter le débit sanguin placentaire, indépendamment des modifications hémodynamiques de la mère. Dans la prééclampsie, on a une anomalie de la placentation qui va faire que les résistances des artères spiralées ne vont pas suffisamment baisser, et donc le débit sanguin placentaire ne va pas suffisamment augmenter, et au fil de la grossesse, quand les besoins fétaux augmentent, on en vient à une ischémie placentaire. Cette ischémie placentaire va relarguer un certain nombre de médiateurs qui vont faire de l'inflammation, et ensuite de la dysfonction endothéliale. Donc l'endothélium ne va plus être capable d'assurer ses fonctions classiques, à savoir d'assurer une perméabilité capillaire pas trop importante et de réguler le tonus vasomoteur. Et donc ça va créer le syndrome maternel avec de l'hypertension et des dysfonctions d'organes. Donc finalement, c'est une physiopathologie qui est complexe, dont je vous ai présenté un tout petit aperçu, mais la symptomatologie est liée principalement à une dysfonction microcirculatoire qui ne présage pas de ce qui se passe en macrocirculatoire. C'est donc ce qu'on va essayer d'élucider en essayant de vous présenter l'hémodynamique de la prééclamptique. Donc on va essayer de dresser un espèce de portrait robot de la patiente prééclamptique en intégrant l'ensemble des systèmes qui participent à son hémodynamique, qu'on va décrire un par un avec la fonction cardiaque, le compartiment artériel avec les résistances vasculaires, le compartiment veineux et les conditions de charge et la volémie. La partie microcirculatoire, je vais la laisser un peu de côté aujourd'hui, puisque ce n'est pas trop le sujet du topo. Donc on va commencer par la fonction cardiaque. C'est quelque chose qui est relativement bien documenté, bien décrit, avec plusieurs cohortes qui sont relativement concordantes sur le sujet. Il y a une HVG concentrique qui est retrouvée de façon assez fréquente, par augmentation de la post-charge, contrairement à l'HVG excentrique, qui est sur la gauche, là sur le schéma, qu'on retrouve dans la grossesse normale par augmentation de la volémie. Et donc cette HVG concentrique entraîne, dans une proportion non négligeable de cas, jusqu'à 50% selon les cohortes, une dysfonction diastolique et une élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche. La fonction systolique, elle, est la plupart du temps préservée, en tout cas elle n'est pas limitante sur le débit cardiaque. Ensuite, si on s'intéresse aux résistances vasculaires et au débit cardiaque, cette fois-ci plutôt le débit cardiaque sur le versant précharge, puisqu'on a dit que la fonction systolique n'était pas franchement limitante, il y a deux phénotypes qui sont décrits et qui résultent en fait de la loi d'Ohm appliquée au fluide, qui stipule que la variation de pression, donc si on prend l'ensemble du système ici, la pression d'entrée qui est la PAM, moins la pression de sortie qui est la POD, qui est égale au produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques. Et donc on voit avec cette formule que l'augmentation du delta P ici est soit liée à une grosse augmentation du débit, c'est ce qu'on a à gauche, avec un état qui est dit hyperdynamique, soit à une grosse augmentation des résistances, avec cette fois-ci plutôt un débit cardiaque qui sera abaissé. Donc ces deux phénotypes sont décrits de façon un peu alternative et aléatoire selon les différentes études, et donc je vais essayer de vous présenter certaines études
qui décrivent l'un et l'autre pour essayer de faire la part des choses de ce qui se passe vraiment chez la prééclampsie. Donc le premier état, qui est l'état hyperdynamique, donc par augmentation du débit cardiaque, et qui a été décrit dans cette étude, donc qui date un peu, qui date de 1988, mais qui conserve un certain intérêt puisqu'elle prend les données obtenues par cathétérisme cardiaque droit, ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui chez ces patients-là pour des raisons éthiques. Et donc il compare les données hémodynamiques obtenues par cathétérisme cardiaque droit de patientes prééclamptiques sévères versus des patientes qui ont une grossesse normale. Et ce qu'ils retrouvent, c'est un débit qui est effectivement augmenté, des résistances vasculaires qui sont elles aussi légèrement augmentées. Ils font certaines mesures que je ne vous ai pas reprécisées ici pour estimer la volémie, qui n'est pas mesurable en pratique clinique. Et donc eux, ce qu'ils retrouvent, c'est une élévation du débit cardiaque qui présume liée à une hypervolémie, sans élévation de pression d'amont, avec une POD qui reste constante, en lien justement avec cet état hyperdynamique un peu sepsis-like. Le deuxième phénotype qui est décrit, c'est le phénotype avec des hautes résistances vasculaires, et cette fois-ci plutôt un bas débit. C'est celui qu'on retrouve ici dans cette cohorte de 2021, qui compare les paramètres hémodynamiques, cette fois-ci échocardiographiques, entre trois groupes: des patients qui ont une grossesse normale, des patients qui ont ce qu'ils appellent un HDP pour Hypertensive Disorder of Pregnancy, donc qui comporte à la fois les prééclamptiques mais aussi les HTA gravidiques, et un troisième groupe qui est le groupe HDP associé à un RCIU. Et ce qu'on retrouve dans cette étude, c'est que chez certaines patientes, alors en l'occurrence ici c'est celle qui a un RCIU associé, on a un débit cardiaque qui est significativement plus bas que dans la grossesse normale, et aussi significativement plus bas que chez les patientes qui ont un désordre, un trouble hypertensif seul, et des résistances qui sont significativement augmentées par rapport à ces groupes. Alors bien sûr, ça pose la question de l'entité nosologique qui est choisie ici, qui est relativement hétérogène, puisqu'on n'a pas que des prééclamptiques. Et par ailleurs, c'est dans le groupe où il y a un RCU, mais il n'y a aucun lien de causalité, en tout cas à ce stade, puisque est-ce que c'est parce qu'il y a un débit cardiaque bas qu'il y a un RCU, est-ce que c'est uniquement une question de gravité? C'est difficile de le dire à ce stade. En tout cas, on a ces deux phénotypes qui sont décrits, et donc on se pose la question de quelle est l'origine de ces différences. Il y a certains auteurs qui attribuent ça à un substrat physiopathologique, avec une notion de deux entités physiopathologiques un peu distinctes, de prééclamptique qui serait placentaire et donc d'installation précoce dans certains cas. Ça, c'est la physiopathologie que je vous ai présentée tout à l'heure, avec une augmentation de résistance vasculaire au niveau des artères utérines et systémiques, et du coup, dans ce cas-là, on aurait plutôt un débit cardiaque bas, et une prééclampsie qui serait plutôt maternelle et donc tardive, qui cette fois-ci résulterait plutôt d'une mauvaise adaptation cardiovasculaire aux modifications hémodynamiques liées à la grossesse, avec donc mauvaise adaptation et donc lésions d'ischémie-reperfusion, dysfonction endothéliale et toute la symptomatologie qui s'ensuit. Ça, c'est de plus en plus décrié, et c'est notamment ce qu'on retrouve dans cette étude-là de Ferrazzi, où il compare les paramètres hémodynamiques de patients qui ont une prééclampsie précoce, une présumée placentaire, à des patients qui ont une prééclampsie plus tardive, une présumée maternelle, et il retrouve pour le coup pas de différence sur le débit cardiaque ou sur les résistances. Donc on en vient à dire plutôt aujourd'hui que ce serait plutôt un continuum de gravité entre ces deux phénotypes-là, et à garder en tête bien sûr qu'il y a d'autres facteurs aussi qui jouent, notamment l'IMC des patientes, le terme, qui a un impact sur ces paramètres hémodynamiques-là. En tout cas, c'est des groupes qui sont hétérogènes du coup, et qu'il faut bien distinguer, nous, pour notre prise en charge, mais aussi pour faire les études d'impact thérapeutique. Donc on a parlé de la fonction cardiaque, des résistances vasculaires, des congestions de charge, et maintenant si on s'intéresse au compartiment veineux, donc il est de plus en plus décrit une dysfonction veineuse chez les patients prééclamptiques, avec pendant la grossesse de façon physiologique une augmentation de la compliance et de la capacitance veineuse, et une augmentation de la pression intra-abdominale. Ces deux choses entraînant une modification physiologique des Doppler veineux. Alors ici, on va s'intéresser surtout aux Doppler sus-hépatiques. Et donc vous avez ici, je pense que vous voyez en flèche, des Doppler sus-hépatiques normaux, dont le flux est triphasique et influencé par les différentes phases du cycle cardiaque. Et au fur et à mesure que la grossesse avance, donc la grosse flèche bleue, on a une complète modification de cet aspect lié à l'augmentation de la compliance et aussi à l'augmentation de la pression intra-abdominale qui va comprimer la veine cave inférieure et limiter l'impact des phases du cycle cardiaque sur le flux Doppler.
Chez la prééclamptique, on a une diminution de la compliance veineuse qui se traduit en fait par une réapparition des Dopplers en dehors, enfin des Dopplers veineux sous-hépatiques d'aspect semblable à celui en dehors de la grossesse. Et donc cette compliance veineuse est assez, cette baisse de la compliance veineuse pardon, est assez intéressante puisqu'en fait elle joue un rôle dans la congestion et donc dans la dysfonction des différents organes. Elle pourrait même jouer un rôle dans la physiopathologie même de la prééclampsie, puisque certains disent qu'elle serait probablement préexistante et qu'en fait l'augmentation de la volémie au moment de la grossesse crée un shear stress sur ces veines et donc de la dysfonction endothéliale dans ce contexte. Et on peut également dire que ça pourrait participer à l'espèce de continuum entre les deux phénotypes hémodynamiques de prééclampsie que j'ai décrit juste avant, avec initialement donc, une perte de la capacitance veineuse qui, dans un premier temps, mobilise le sang veineux et donc fait une espèce d'hypervolémie efficace, et ensuite, à mesure que la dysfonction veineuse s'aggrave, qui cause finalement un obstacle au retour veineux et donc une baisse du débit cardiaque dans ce contexte-là. Finalement, donc, si on devait dresser le portrait robot, on dirait que ces patientes ont une tendance à la dysfonction diastolique, ce qui implique de gérer de façon adéquate les fluides qu'on leur administre, qui a un phénotype notamment en termes de débit cardiaque et de résistance qui n'est pas univoque et qui est à déterminer pour guider notre prise en charge, encore une fois, qui a une dysfonction veineuse qui est souvent associée avec une tendance à la congestion. En plus de ça, c'est des patients qui ont de la dysfonction endothéliale et donc une tendance à la fuite capillaire et qui ont besoin d'un débit cardiaque adapté à la croissance du fœtus. Donc dans ce contexte-là, comment gérer les fluides? C'est ce qu'on va essayer de voir en parlant un peu plus pratique. Donc, concernant les outils de monitorage, les RFE nous parlent de l'échographie thoracique. Alors, ce qu'ils disent dans les RFE, c'est que, la question c'est est-ce que l'échographie thoracique permet de guider le remplissage vasculaire et de réduire la morbidité maternelle dans ce contexte-là, et néonatale, pardon. Et il conclut à l'absence de recommandation devant l'absence de données. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que l'échographie transthoracique, en tout cas la partie cardiaque du coup de l'échographie thoracique, a un intérêt qui est prouvé pour guider le remplissage en dehors de la grossesse, que ce soit en réanimation ou que ce soit au bloc opératoire. On sait aussi que chez les prééclamptiques, c'est validé comme pour dans la population générale pour évaluer le débit cardiaque et les pressions de remplissage du ventricule gauche. Et à la question, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des tests dits de précharge dépendance? C'est pas encore complètement validé. Il y aurait possiblement un intérêt du test de levée de jambe dans ce contexte-là, mais qui n'est pas parfaitement sensible. Concernant le versant pulmonaire de cette échographie thoracique, donc ils ont réalisé cette étude qui est parue dans Anesthesia Analgesia en 2019 et qui s'intéresse d'une part à la prévalence du syndrome interstitiel pulmonaire chez ces patientes, qui est décrit en fait un peu comme le score de Luce, c'est des critères un petit peu différents mais c'est globalement la même chose, qui est finalement relativement fréquent puisque c'est 25% des patientes ici, et il compare la prévalence de la dysfonction diastolique ou systolique chez les patientes qui ont un syndrome interstitiel versus celles qui n'en ont pas. Et il retrouve qu'effectivement, chez les patientes qui ont un syndrome interstitiel, on a significativement plus de dysfonction diastolique. Il n'y a rien de significatif en revanche sur la dysfonction systolique. Et on voit quand même que sur la dysfonction diastolique, ce n'est pas parfaitement sensible. Et donc, ce qu'on peut en dire, c'est que cette échographie pulmonaire nous apporte d'autres éléments, puisque ces patients ont des syndromes interstitiels, pas uniquement par dysfonction diastolique, mais aussi par dysfonction endothéliale et donc fuite capillaire. Et donc, ça peut être intéressant pour le coup de coupler ces deux outils de monitorage. Donc, on pourrait aussi parler des Dopplers veineux qui ne sont pas encore étudiés dans ce contexte-là et qui se modifient physiologiquement, donc leur place reste à définir pour le coup. Et enfin, je voulais vous parler du Doppler des artères utérines, donc qui est plutôt un outil des obstétriciens, mais qui présente certaines informations intéressantes pour nous. En fait, le principe, c'est qu'on mesure au niveau des artères utérines les résistances, donc on a dit qu'ils reflètent la placentation adaptée, et donc si la placentation ne se fait pas bien, on a une augmentation des résistances qui se traduit sur les Dopplers par une baisse des vitesses diastoliques et notamment un notch protodiastolique. Ça permet aussi d'évaluer le bien-être fœtal, puisque si le fœtus n'est plus du tout perfusé en diastole, c'est forcément problématique pour lui. Et donc ce dont on commence à se rendre compte, c'est que ce serait aussi corrélé à l'hémodynamique maternelle en tant que telle, et notamment c'est ce qu'il retrouve dans cette étude qui est parue en 2019, où il compare les paramètres hémodynamiques et les Dopplers fœtaux
dans divers groupes de patientes, et notamment des patientes prééclamptiques. Et ce qu'ils retrouvent, c'est que l'IP, donc l'index de pulsatilité des artères utérines, est corrélé au débit cardiaque et aux résistances vasculaires systémiques. Et que ça, c'est aussi dans la grossesse normale. Par ailleurs, il y a certaines études qui se sont intéressées à est-ce qu'on pouvait les corriger, ces Doppler des artères utérines, en faisant des interventions sur l'hémodynamique de la mère. Et alors, il n'y a pas beaucoup d'études, hein, mais ça, c'est une étude qui est parue en 2018, qui s'intéresse à 32 patientes qui ont une HTA et un retard de croissance intra-utérin et une diastole nulle. Ils font du NO et du remplissage, qui comparent à une restriction hydrique, et ce qu'ils retrouvent, c'est une augmentation du débit cardiaque, une baisse des résistances, ça fait réapparaître la diastole et ça retarde l'extraction. Alors cette étude a plein de biais, notamment elle n'est pas randomisée, l'effectif n'est pas énorme, et en plus ils font 2 interventions, donc c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. Néanmoins, ça peut être intéressant pour le coup de faire des études interventionnelles sur le sujet. Donc finalement, ce qui est le plus consensuel, c'est de faire un monitorage simple en échographie thoracique et concernant les Doppler veineux et les artères utérines, à voir si on les intègre dans les années à venir. Donc une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on prend en charge la volémie? On a déjà on a déjà tout dit puisqu'on a dressé le phénotype classique des patientes prééclamptiques et qu'on a vu comment les monitorer pour déterminer où elles en sont sur le plan hémodynamique. Donc la prise en charge en découle assez simplement. Mais si on s'intéresse à ce qui est dit dans les RFE, alors à la question est-ce qu'il faut faire un remplissage vasculaire systématique pour réduire la morbidité maternelle néonatale, ils répondent plutôt non. Mais ils basent en fait toutes ces recommandations sur plusieurs méta-analyses, dont la dernière est parue en 2018 et qui inclut, la plupart de l'effectif vient de cette étude qui est parue en 2005. Il y a un essai contrôlé randomisé qui comprend 216 patientes qui sont prééclamptiques précoces, donc inférieures à 34 semaines, et sévères, qui remplissent de façon systématique par des colloïdes et qui comparent à un groupe où ils font de la restriction hydrique. Ce qu'ils retrouvent, c'est qu'il n'y a pas de différence sur la mortalité fétale et qu'il y aurait plus de césariennes dans le groupe qui est rempli de façon systématique. Néanmoins, ce dont on discute ici, ce n'est pas de les remplir systématiquement, mais de les sélectionner sur des indications de remplissage. C'est difficile de l'appliquer aussi parce qu'il n'y a pas du tout d'évaluation hémodynamique de la réponse au remplissage ou de la tolérance dans cette étude. En plus, ils remplissent par colloïdes, ce qui n'est pas du tout fait de nos jours. Si on prend l'autre versant de la prise en charge de la volémie, quid de la déplétion chez une patiente qui est toujours enceinte, c'est quelque chose qui est plutôt marginal parce qu'on veut éviter à tout prix l'hypovolémie. D'autant plus qu'il y aurait une réponse qui serait décrite suboptimale chez les patientes prééclamptiques. C'est ce qui est retrouvé dans cette étude qui est parue en 2007, où ils donnent 20 mg de furosémide par jour chez des patientes prééclamptiques qui ont plutôt un débit cardiaque élevé, et ils retrouvent certes une baisse du débit cardiaque, mais finalement plutôt une augmentation des résistances et donc une PAM qui reste constante. Et par ailleurs, c'est une étude qui est purement pharmacodynamique pour étudier l'effet, mais sans du tout intégrer l'étude de l'intérêt clinique. Et encore une fois, c'est des patients qui ne sont pas sélectionnés sur des éventuelles indications à la détection. Donc, à voir pourquoi pas un intérêt chez certaines patientes sélectionnées, tout en restant prudent, bien évidemment. Et donc, finalement, si on devait proposer un algorithme à ce stade au vu de cette revue de la littérature, ce qu'on pourrait se dire, c'est que chez les patientes les plus sévères, donc celles qui ont besoin d'un traitement antihypertenseur IVSE, celles qui ont un retentissement d'organes, notamment rénal ou bien respiratoire, ou celles qui ont un retentissement fœtal avec un RCIU, ces patientes-là, qui sont donc les plus sévères, pourraient avoir un bénéfice d'une optimisation hémodynamique. Chez ces patientes, il semblerait important d'évaluer les différentes composantes hémodynamiques par une ETT, une écho-pulmonaire, éventuellement en intégrant les données du Doppler veineux et des artères utérines. Et ça nous permettrait de distinguer les deux phénotypes dont on a parlé tout à l'heure. Celle où on a une augmentation du débit cardiaque et un profil plutôt hyperdynamique. Chez celle-ci, je me proposais de laisser le traitement habituel qui est l'antihypertenseur seul, avec éventuellement, dans ce cas-là, un intérêt important du labetalol, qui est un alpha-bêta-bloquant. Et le deuxième groupe, qui serait celle avec une diminution du débit cardiaque, une augmentation des résistances et une hypoperfusion d'organes. Chez celle-ci, si on n'a pas d'élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche ou pas de syndrome interstitiel,
On pourrait éventuellement proposer un remplissage vasculaire et éventuellement, par la suite, en se basant sur des tests de précharge de dépendance, chez celles qui ont une élévation des pressions de remplissage ou des stigmates de syndrome interstitiel pulmonaire, évidemment, pas de remplissage vasculaire. Et dans ce cas-là, les antihypertenseurs qui seraient potentiellement les plus adaptés seraient ceux qui sont vasodilatateurs purs, notamment les inhibiteurs calciques, ici la micardipine. Et de façon vraiment marginale pour le coup, parce que pas du tout étudié, éventuellement selon la classe des dopplérs veineux, chez les patients qui ont une diminution du débit cardiaque qui serait en lien avec une diminution du retour veineux par congestion, éventuellement chez celle-ci proposer une dépression prudente.